Tu ne peux pas ouvrir un compte ici, mon garçon. Cet argent semble douteux. La voix de Claire Dubois, employée de la Banque communautaire de Paris, résonne avec une froideur tranchante dans le hall feutré de l'établissement, où le cliquetis des claviers et le murmure des clients forment une toile de fond discrète. Antoine Dubois, un garçon de 12 ans à la peau ébène, se tient devant le bureau de Claire, une boîte en bois sculptée serrée contre sa poitrine, contenant 350 € soigneusement comptés, fruit de son travail acharné à vendre du jus d'orange lors d'événements militaires dans les environs de Paris. Ses yeux, d'ordinaire pétillants d'une assurance forgée par une éducation stricte mais aimante, vacillaient sous le poids du regard scrutateur de Claire. « Madame, j'ai gagné cet argent honnêtement avec mon stand de jus d'orange. J'ai tous les documents nécessaires, explique-t-il, sa voix claire mais teintée d'une légère hésitation, tandis qu'il pose sur le bureau un dossier méticuleusement organisé, où chaque feuille témoigne de sa rigueur. Claire, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux tirés en un chignon sévère, forte de ses 18 ans d'expérience dans le secteur bancaire, hausse un sourcil, son sourire crispé trahissant un préjugé qu'Antoine, dans son innocence juvénile, ne parvient pas encore à nommer. Le sol de la banque, orné de boiseries élégantes et de lustres discrets, semble se refermer sur lui, comme si l'air devenait plus lourd sous les regards furtifs des autres clients. Antoine vit dans un appartement modeste mais chaleureux, niché dans un quartier militaire en périphérie de Paris, où les drapeaux tricolores flottent fièrement devant les bâtiments officiels. Fils du général 4 d'étoiles Jacques Dubois, dont les médailles racontent une carrière de courage et de sacrifice, et de la sergent-major Élodie Dubois, dont l'uniforme impeccable et la démarche assurée imposant le respect, Antoine a grandi dans un univers où la discipline, l'honnêteté et le respect mutuel sont des valeurs cardinales. Ses parents, figures emblématiques de l'armée française, lui ont inculqué dès son plus jeune âge l'importance de la responsabilité et de la précision. Cet été, avec la permission de ses parents, Antoine a installé un stand de jus d'orange lors d'événements communautaires organisés par la base militaire voisine, servant des verres frais aux soldats y rentrant de mission, aux familles pique-niquant sous les platanes, et aux officiers assistant aux cérémonies protocolaires, comme celle du 14 juillet, où les tambours résonnaient et les foules acclamaient les défilés. Chaque euro glissé dans sa boîte en bois, un cadeau de son grand-père paternel, un ancien légionnaire, représente des heures passées sous un soleil brûlant, des sourires échangés avec des clients, et une fierté grandissante. Antoine tient un registre détaillé de ses ventes, notant chaque transaction avec la minutie d'un comptable, date, lieu, montant, accompagné de photos prises lors de chaque événement, où l'on voit son stand orné d'un drapeau français miniature et sa silhouette frêle mais déterminée. Son rêve est simple mais chargé de sens. Offrir à sa mère un collier de perles aperçu dans une bijouterie du Marais, un bijou délicat qu'Élodie avait admiré en passant, les yeux brillants d'un rare moment de douceur. Le prix du collier s'élève à 400 €, et il ne manque à Antoine que 50 € pour réaliser ce projet, un symbole de son amour filial et de son indépendance naissante. Ce matin, dans la cuisine familiale baignée par la lumière douce d'un soleil parisien, Antoine a étalé ses billets sur la table, les classant par valeur avec une précision militaire, comme son père le lui a appris. « Regardez, maman, papa », a-t-il dit, rayonnant, en ouvrant son dossier. « J'ai un tableau récapitulatif de toutes mes ventes, et voici les photos de chaque événement. » Jacques, en uniforme, a examiné les documents avec la même gravité qu'il accorde au rapport stratégique, tandis qu'Élodie, penchée par-dessus son épaule, a souri, impressionnée par la rigueur de son fils. 12 événements en 3 mois, a expliqué Antoine, j'ai gagné en moyenne 30 € par événement. Le défilé du 14 juillet a été ma meilleure journée, 80 €. Jacques a posé une main ferme sur l'épaule de son fils. C'est un travail remarquable, Antoine. Tu as fait preuve de discipline et d'un sens des affaires. Élodie, émue, a ajouté. Tu es sûr de vouloir dépenser autant pour un cadeau pour moi ? Antoine a hoché la tête avec conviction. Ta maman. Tu mérites quelque chose de beau. Pour l'occasion, Jacques a rédigé une lettre de recommandation sur papier à en-tête officielle de l'armée, et Élodie a joint une lettre de son commandement, soulignant la fiabilité de leur fils. Habille-toi correctement, parle clairement, et sois respectueux, a conseillé Jacques, son ton sérieux mais empreint de fierté. S'il y a le moindre problème, appelle-moi immédiatement.
Antoine, vêtu de sa plus belle chemise blanche et d'une cravate bleu marine, a quitté l'appartement avec l'assurance d'un garçon prêt à franchir une étape importante vers l'âge adulte. Mais à la Banque communautaire de Paris, l'accueil est loin de celui qu'il imaginait. Claire, derrière son bureau orné d'une plaque gravée à son nom, lève les yeux de son écran d'ordinateur et marque une pause en voyant Antoine. Un compte d'épargne ? Demande-t-elle, articulant lentement, comme si elle s'adressait à un enfant incapable de comprendre. Tu sais ce que ça veut dire, mon chéri ? Antoine, déconcerté par le ton condescendant, répond poliment. Oui, madame, c'est pour garder mon argent en sécurité et qu'il rapporte des intérêts. Claire esquisse un sourire, mais ses lèvres pincées trahissent une méfiance qu'Antoine ne saisit pas encore. Et ça, c'était sauté, et tes parents savent que tu es ici ? Insiste-t-elle, son regard glissant sur la boîte en bois qu'Antoine tient contre lui. Madame, ils m'ont donné leur permission et m'ont écrit des lettres. Dit-il en ouvrant son dossier pour en extraire les documents officiels. Claire y jette un coup d'œil distrait, à peine une seconde, avant de les repousser. Oh, c'est très bien, mais combien d'argent penses-tu avoir là-dedans ? Le mot « pense » fait tiquer Antoine, mais il répond avec assurance. J'ai 350 € gagnés en vendant du jus d'orange cet été. Claire se hausse les sourcils, son ton devenant presque moqueur. 350 €? C'est beaucoup pour un petit garçon comme toi. Tu es sûr d'avoir bien compté ? Antoine sent ses joues s'échauffer, mais il garde son calme, comme ses parents le lui ont appris. Oui, madame, j'ai compté plusieurs fois. J'ai un registre détaillé de toutes mes ventes. Claire répète, sur un ton étrange. Un registre détaillé ? C'est un mot bien compliqué pour quelqu'un de ton âge. Quelqu'un t'a aidé à le trouver ? Antoine, piqué au vif, répond. Non, madame, mes parents m'ont appris à être organisé et à tenir des comptes précis. Claire se cale dans son fauteuil, croisant les bras. Ton travail, dis-tu ? Tu veux dire jouer avec un stand de jus d'orange ? Ces mots frappent Antoine comme une gifle. Dans son monde, où les adultes le traitent avec respect lorsqu'il est poli et préparé, une telle attitude est inconcevable. Il insiste, sa voix tremblant légèrement, ce n'était pas un jeu, madame. J'avais une vraie entreprise lors des événements militaires. J'ai des photos et un tableau récapitulatif. Claire. Cannes. Des photos ? N'importe qui peut prendre des photos. Ça ne prouve rien. À cet instant, Antoine comprend que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas seulement son argent ou ses documents que Claire remet en question, mais lui, sa légitimité à être là. Madame, mon père est le général Jacques Dubois. Il m'a écrit une lettre de recommandation, et ma mère a joint une lettre de son commandement. Tout est en règle, dit-il, espérant que le nom de son père imposera le respect. Mais le sourire de Claire se fige, devenant plus froid encore. Bien sûr, mon cher, bien sûr, murmure-t-elle, saisissant les billets à deux mains comme s'ils étaient contaminés. Elle les étale sur son bureau, les tenant un à un à la lumière, comme une inspectrice examinant des faux. C'est beaucoup d'argent pour un petit garçon, répète-t-elle, son ton lourd de sous-entendu. Tu vas devoir m'expliquer d'où vient chaque euro. Antoine rouvre son dossier, montrant son tableau Excel imprimé. Voici mon récapitulatif, madame. Chaque événement, la date, le montant gagné. Claire l'interrompt. Les enfants de ton âge ne gagnent pas autant en vendant des boissons. Es-tu sûr que personne ne t'a aidé à obtenir cet argent ? Antoine, abasourdi, secoue la tête. Non, madame, je l'ai gagné moi-même. J'ai des photos sur mon téléphone montrant mon stand à chaque événement. Claire jette un coup d'œil à l'écran qu'il lui tend, à peine 3 secondes, avant de le repousser.
Ça ne prouve rien. N'importe qui peut prendre des photos n'importe où. Antoine sent son cœur s'accélérer, une boule se former dans sa gorge. Je peux vous donner les coordonnées des organisateurs des événements. Ils peuvent être confirmés, propose-t-il, désespéré. Claire agite la main, dédaigneuse. Oh, nous n'allons pas déranger des gens importants pour une histoire d'enfant. Nous avons des politiques spéciales pour ce genre de situation. Les clients commencent à remarquer la scène. Madame Lefebvre, une femme âgée en tailleur Chanel, murmure à son mari, ce garçon a dû faire quelque chose de louche pour qu'on l'interroge ainsi. Sophie, une jeune employée de la banque aux lunettes rondes, observe depuis son poste, les mains crispées. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais la crainte de contredire Claire, sa supérieure, la paralyse. Antoine, sous les regards scrutateurs, sent sa confiance s'effriter. Quelle politique spéciale ? Demande-t-il, sa voix plus faible. Claire répond, énigmatique, quand de grosses sommes apparaissent sans documentation claire, nous devons suivre des procédures. C'est pour la sécurité de tous. Antoine désigne son dossier. Mais j'ai une documentation claire ? Mon père a écrit une lettre officielle, ma mère aussi. Claire prend les lettres, les met de côté sans les lire. N'importe qui peut écrire des lettres, mon chéri. Nous avons besoin de preuves tangibles. Antoine, les mains tremblantes, insiste. Qu'est-ce qui serait une preuve tangible ? Claire hausse les épaules. Ça dépendra de notre enquête. Le mot enquête fait frissonner Antoine. Une enquête ? Quelle enquête ? Balbutie-t-il. Claire imperturbable, répond. Nous devons y nous assurer que tout est en règle. Tu ne voudrais pas qu'on enfreigne les règles, n'est-ce pas ? Elle se lève, sa voix portant assez pour que les clients l'entendent. Je dois vérifier la provenance de cet argent avant d'ouvrir un compte. Ces mots frappent Antoine comme un coup de poignard. Les clients se tournent vers lui, et il sent son visage brûler de honte. Veuillez vous asseoir là-bas, ordonne Claire, désignant une chaise isolée dans un coin du hall. Pour ne pas déranger les autres clients pendant que nous réglons cela. Antoine, les jambes lourdes, ramasse son dossier et se dirige vers la chaise, sentant chaque regard peser sur lui. Il n'a jamais connu une telle solitude. Dans son monde, où les adultes le félicitent pour ses bonnes notes à l'Académie militaire de Saint-Cyr-l'École, où ses camarades l'apprécient pour sa sincérité, une telle humiliation est inconcevable. Claire retourne à son bureau, prend son téléphone et parle à voix basse, jetant des regards vers Antoine. Il ne peut entendre ces mots, mais il sait qu'elle parle de lui. Madame Lefebvre murmure à son mari. Ça doit être grave s'ils enquêtent ainsi. Sophie, derrière son comptoir, baisse les yeux, rongée par la culpabilité. Assis seul, Antoine fixe son dossier, ses photos, ses lettres, et comprend que, pour Claire, rien de tout cela n'a d'importance. Pour la première fois de sa vie, il sent un froid qui n'a rien à voir avec la climatisation de la banque, la prise de conscience que son monde protégé s'écroule. Les doigts tremblants, il sort son téléphone et tape un message à son père, « Papa, je suis à la banque depuis 1 heure. La directrice refuse mon argent, dit qu'elle doit vérifier, et m'empêche de t'appeler. Aide-moi. » Il appuie sur « Envoyer », le cœur battant, espérant que Jacques, avec son autorité de général, viendra rétablir l'ordre. Mais en attendant, Antoine reste seul, un garçon de 12 ans face à une injustice qu'il commence tout juste à comprendre, dans un hall de banque où chaque murmure semble l'accuser. Le hall de la Banque communautaire de Paris, avec ses boiseries lustrées et ses lustres élégants, s'immobilise comme si le temps lui-même retenait son souffle lorsque le général Jacques Dubois franchit la porte d'entrée. Son uniforme kaki, orné de 4 étoiles dorées, scintille sous la lumière tamisée, et ses médailles, témoignage d'une carrière militaire exemplaire, captant les regards. À ses côtés, Élodie Dubois, sergent-major, avance avec une prestance naturelle, son uniforme repassé à la perfection, son képi impeccablement posé,
incarnant l'autorité et la dignité de l'armée française. Derrière eux, le colonel à la retraite Pierre Martin, avocat militaire aux cheveux grisonnants mais au regard acéré, porte une mallette en cuir noir, dont le cliquetis discret annonce une détermination implacable. Les clients, figés, cessent en leur conversation, et le bourdonnement habituel de la banque s'éteint, remplacé par un silence presque religieux. Claire Dubois, l'employé de banque qui, 10 minutes plus tôt, expliquait avec assurance à deux policiers la situation suspecte d'Antoine, lève les yeux de son bureau. Son visage, d'ordinaire composé, se décompose en une fraction de seconde lorsqu'elle aperçoit cette délégation militaire, avançant d'un pas synchronisé vers son comptoir. Ses mains, crispées sur le téléphone, tremblent légèrement, et son sourire forcé s'efface, révélant une panique qu'elle ne peut dissimuler. Jacques, imposant par sa stature et son grade, s'arrête devant le bureau de Claire, son regard perçant traversant l'espace comme une lame. « Madame » commence-t-il, sa voix grave résonnant avec l'autorité d'un homme habitué à commander des milliers de soldats, « nous sommes ici au sujet de notre fils, Antoine Dubois. » Le ton, calme mais inflexible, fait frissonner l'assemblée. L'un des policiers, un homme d'une trentaine d'années au visage marqué par des années de service, reconnaît immédiatement les 4 étoiles sur l'épaule de Jacques. Ancien combattant ayant servi en opération extérieure sous des généraux, il murmure à son collègue, un jeune agent fraîchement sorti de l'école, c'est un général 4 étoiles. Il faut clarifier cette affaire immédiatement. Le jeune policier, nerveux, hoche la tête, son carnet de notes soudain inutile face à l'ampleur de la situation. Claire, sentant le sol se dérober sous ses pieds, tente de reprendre contenance. « Général ? Monsieur, je suivais simplement les protocoles de sécurité, balbutie-t-elle, sa voix vacillante. Cet argent semblait douteux, et nous devons être prudents. Jacques l'interrompt, ses yeux ne quittant pas les siens. Quel protocole, précisément, exige qu'un enfant de 12 ans, muni de documents officiels, soit traité comme un criminel? Demande-t-il, chaque mot pesant comme une sentence. Élodie, jusque-là silencieuse, s'avance d'un pas, son regard d'acier fixé sur Claire. Notre fils, dit-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une colère contenue, a présenté une pièce d'identité militaire, des lettres de recommandation signées par un général et un sergent-major, ainsi qu'un registre détaillé de ses ventes. Vous avez ignoré tout cela. Pourquoi ? La question, directe, flotte dans l'air comme une accusation. Claire, acculée, tente de se justifier, ses mains gesticulant nerveusement. Je ne faisais que protéger la banque. Il y a des règles, des procédures pour les sommes importantes, surtout quand. Elle s'interrompt, consciente que ces mots risquent de trahir ses préjugés. Mais le mal est fait. Jacques relève immédiatement. Surtout quand quoi, madame ? Quand un enfant noir se présente avec de l'argent ? Le silence qui suit est assourdissant. Les clients, qui observaient la scène avec une curiosité mêlée de gêne, échangent des regards, certains baissant les yeux, conscients de leur propre complicité passive. Pierre Martin, l'avocat militaire, ouvre sa mallette avec une précision méthodique, posant sur le bureau une pile de documents officiels. « Permettez-moi de clarifier la situation, dit-il, sa voix posée mais tranchante comme une lame de rasoir. Voici l'acte de naissance d'Antoine Dubois, sa carte de dépendant militaire, ses bulletins scolaires de l'Académie militaire de Saint-Cyr-l'École, et un dossier complet prouvant que chaque euro qu'il a apporté provient de la vente de jus d'orange lors d'événements communautaires autorisés par la base militaire. » Il se tourne vers les policiers, son regard les invitant à prendre note. Cet appel que vous avez reçu était fondé sur des préjugés raciaux, non sur des faits. Je vous suggère de réévaluer votre intervention. Le policier vétéran, visiblement mal à l'aise, acquiesce. Monsieur, nous avons répondu à un signalement concernant un mineur suspect, mais il semble y avoir un malentendu. Jacques secoue la tête, son expression inflexible. Il n'y a pas de malentendu. Mon fils a été humilié pendant plus d'1 heure, non pas à cause d'un problème bancaire, mais à cause de sa couleur de peau. Antoine, toujours assis sur la chaise isolée dans un coin du hall, observe la scène, un mélange de soulagement et de honte nouant son estomac.
Soulagement, car ses parents sont là, imposants et protecteurs, prêts à rétablir la justice. Honte, car il lui a fallu l'intervention d'un général 4 étoiles et d'un sergent-major pour obtenir le respect qu'un simple client aurait dû recevoir. Julien, un jeune employé de la banque aux cheveux bouclés et au regard inquiet, s'approche discrètement de lui, profitant de l'agitation. « Je suis désolé pour ce qui se passe, Antoine, chuchote-t-il. Ce n'est pas juste. Elle n'aurait jamais dû te traiter comme ça. » Antoine hoche la tête, reconnaissant, mais les mots de Julien, bien qu'apaisants, ne dissipent pas la blessure qui s'est ouverte en lui. Madame Lefebvre, la cliente âgée qui, plus tôt, murmurait des jugements hâtifs, commence à comprendre son erreur. Elle se penche vers son mari, sa voix tremblante. Peut-être qu'on a jugé trop vite. Ce garçon n'a rien fait de mal. Son mari, un homme corpulent en costume gris, acquiesce en silence, mal à l'aise. Le directeur de la banque, Monsieur Laurent, un homme d'une cinquantaine d'années au costume impeccablement taillé, sort précipitamment de son bureau, alerté par le tumulte. En apercevant Jacques, Élodie et Pierre, il blêmit, conscient que l'incident dépasse de loin une simple querelle avec un client. Général Dubois, sergent-major Dubois, commence-t-il, sa voix tremblante d'une politesse forcée, je vous assure, il s'agit d'un terrible malentendu. Nous allons régler cela immédiatement. Jacques, impassible, rétorque. Ce n'est pas un malentendu, monsieur Laurent. Mon fils a présenté une pièce d'identité en règle, des revenus légitimes, et des documents officiels. Il a été traité comme un suspect, non pas à cause de vos prétendues procédures, mais à cause de préjugés raciaux. Élodie, s'avançant à son tour, ajoute. Chaque euro qu'Antoine a apporté est documenté. Il a vendu du jus d'orange à des soldats, à des familles, à des officiers lors d'événements comme le défilé du 14 juillet. Vous avez préféré croire qu'un enfant noir mentait. Pourquoi ? Sa voix, bien que contrôlée, porte la douleur d'une mère voyant son fils injustement accusé. Pierre Martin, sentant le moment opportun, brandit une liasse de textes réglementaires. Madame Dubois, dit-il, s'adressant directement à Claire, permettez-moi de vous rappeler que la discrimination raciale dans une institution bancaire constitue une violation des articles 225.1 et 225.2 du Code pénal français, ainsi que des directives européennes sur l'égalité de traitement. Nous exigeons une enquête complète sur les pratiques de cette banque, ainsi qu'une explication détaillée des procédures qui ont conduit à cette situation. Claire, désormais livide, tente une dernière défense. Je faisais juste attention à la sécurité de la banque. Il y a des règles pour les mineurs, pour les sommes importantes. Jacques l'interrompt, sa voix coupante comme un sabre. Oufsode, quelles règles, exactement? Montrez-moi le manuel qui stipule qu'un enfant avec une pièce d'identité militaire et des lettres officielles doit être traité comme un criminel. Claire, incapable de répondre, baisse les yeux, ses mains tremblant sur le bureau. Monsieur Laurent, conscient du désastre juridique qui menace son établissement, prend la parole, s'adressant à la famille Dubois. Général, sergent-major, je vous présente mes excuses les plus sincères. Cette situation est inacceptable. Il se tourne vers Claire, sa voix durcissant. Madame Dubois, vous êtes licenciée avec effet immédiat pour violation de nos politiques antidiscrimination et pour manquement grave au protocole de service client. Claire, figée, sent sa carrière de 18 ans s'effondrer comme un château de cartes. Ses collègues, dont Sophie, qui observait la scène avec un mélange de soulagement et de tristesse, restent silencieux. Claire rassemble ses affaires, les mains tremblantes, sous les regards des clients et des employés. Elle sait que cet incident la poursuivra, rendant tout emploi futur dans le secteur bancaire impossible. Les policiers, comprenant qu'ils ont été instrumentalisés dans une affaire de discrimination, présentent des excuses formelles à la famille Dubois. Le vétéran, serrant la main de Jacques, déclare « Monsieur, nous noterons cet incident comme un appel discriminatoire dans notre rapport, pour qu'il soit correctement documenté. » Raquel acquiesce, mais son regard reste fixé sur Monsieur Laurent.
Ce n'est pas seulement une question de licenciement, dit-il. Nous exigeons une révision complète des politiques de votre banque concernant les mineurs et les familles militaires. Cet incident ne doit jamais se reproduire. Pierre Martin ajoute, nous signalerons cette affaire aux autorités bancaires compétentes, ainsi qu'à la CNIL et à la Défenseure des droits, pour garantir que justice soit faite. Élodie, s'agenouillant devant Antoine, le serre dans ses bras, sa voix douce mais empreinte d'émotion. Je suis tellement désolé, mon chéri. Ça n'aurait jamais dû arriver. Antoine, les larmes aux yeux, murmure. Pourquoi elle m'a traité comme ça, maman? J'ai tout fait comme il faut. Jacques pose une main ferme sur l'épaule de son fils. Tu as été courageux, Antoine. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose de mal. Mais dans le cœur du garçon, une vérité amère s'installe. Le monde qu'il croyait juste, où le respect et l'honnêteté suffisent, s'est fissuré. Il comprend, pour la première fois, que sa couleur de peau peut changer la manière dont les autres le perçoivent, malgré ses efforts, ses documents, son éducation. Alors que la famille et Dubois quittent la banque, les clients reprennent leur conversation, mais l'atmosphère reste chargée. Madame Lefebvre, émue, s'approche timidement d'Élodie. Je suis désolé d'avoir jugé votre fils trop vite. J'ai eu tort. Élodie, magnanime, hoche la tête. Merci de le reconnaître, madame. Julien, resté en retrait, observe Antoine avec admiration, murmurant pour lui-même. Ce gamin est plus fort que nous tous. Sophie, enfin libérée de la peur de Claire, s'approche de Monsieur Laurent, proposant timidement. Monsieur, je pense qu'on devrait organiser une formation pour éviter ça à l'avenir. Laurent, encore secoué, acquiesce. Chut. Vous avez raison, Sophie. Nous allons changer les choses. Dehors, sous le ciel gris parisien, Antoine marche entre ses parents, sa boîte en bois toujours serrée contre lui. Il ne parle pas, mais ses pensées tourbillonnent. L'humiliation, la peur, les regards accusateurs des clients, tout cela reste gravé en lui. Mais il y a aussi autre chose, une étincelle de détermination, née de la force de ses parents et de leur refus de laisser l'injustice triompher. Cette épreuve, qu'il n'aurait jamais souhaitée, a planté en lui une graine qui germera bientôt, transformant un garçon de 12 ans en un jeune homme prêt à se battre pour ce qui est juste. Alors que la voiture militaire s'éloigne, emportant la famille et Dubois vers leur foyer, la Banque communautaire de Paris sait qu'elle vient de vivre un moment qui changera son histoire à jamais. 6 mois après l'incident qui a ébranlé la Banque communautaire de Paris, Antoine Dubois franchit à nouveau ses portes, la tête haute, une lueur de détermination dans les yeux. L'atmosphère du hall, jadis oppressante avec ses murmures accusateurs, est méconnaissable. Des affiches colorées proclament l'engagement de la banque envers l'égalité et l'inclusion, et les employés, portant des badges indiquant leur formation contre la discrimination, accueillant les clients avec une chaleur nouvelle. Antoine, désormais âgé de 12 ans et demi, tient toujours sa boîte en bois sculpté, mais son contenu a grandi. 400 €, économisés grâce à son travail acharné lors d'événements communautaires militaires et civils. Cette somme, durement gagnée, représente bien plus qu'un simple compte bancaire, elle symbolise son parcours, de l'enfant humilié à un jeune leader en devenir. Le nouveau directeur, M. Beaumont, un homme affable et aux lunettes cerclées d'acier, s'avance vers lui, un sourire sincère illuminant son visage. Maître Dubois, dit-il, sa voix empreinte de respect, c'est un honneur de vous revoir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Antoine, vêtu d'une chemise impeccable et d'une cravate soigneusement nouée, répond avec assurance. Bonjour monsieur. J'aimerais effectuer 2 opérations. Un retrait pour un achat spécial et un dépôt pour un projet communautaire. Monsieur Beaumont, impressionné par la maturité du garçon, acquiesce et l'invite à s'asseoir à un bureau, traitant Antoine avec la même considération qu'il accorderait à un client de haut rang. Cette banque, qu'il avait autrefois rejetée, le considère désormais comme un symbole de changement. L'incident avec Claire Dubois,
l'employé licencié pour son comportement discriminatoire, a laissé une empreinte indélébile sur Antoine. Ce jour-là, assis seul dans un coin du hall, sous les regards scrutateurs des clients, il avait senti son monde s'effondrer. Mais de cette blessure est née une mission. Avec le soutien de ses parents, le général Jacques Dubois et la sergent-major Élodie Dubois, Antoine a lancé le Pont de la Jeunesse, un programme ambitieux visant à rapprocher les enfants de familles militaires et ceux des écoles publiques parisiennes. L'objectif était clair, sensibiliser les jeunes à la discrimination, leur enseigner leurs droits civiques et les encourager à défendre la justice. Le programme, qui a débuté modestement dans une salle communautaire près de la base militaire, s'est rapidement étendu, attirant des familles de toute l'Île-de-France. Antoine, nommé premier jeune ambassadeur du programme, partage son expérience lors d'ateliers, adaptant son récit à l'âge de son public pour transmettre des messages d'espoir et de résilience. Parfois, les gens vous jugent sur votre apparence, explique-t-il à un groupe d'élèves de CE2 dans une école du 20e arrondissement, mais votre valeur, c'est ce que vous portez dans votre cœur. Vous devez vous battre pour être respecté. Les enfants, captivés, posent des questions, leurs yeux brillants d'admiration pour ce garçon de leur âge qui parle avec la sagesse d'un adulte. Camille, une fillette de 10 ans aux couettes serrées et au sourire éclatant, est devenue l'une des premières amies d'Antoine dans le cadre du Pont de la Jeunesse. Issue d'une famille ouvrière du quartier de Belleville, elle a entendu l'histoire d'Antoine lors d'un atelier et s'est immédiatement inscrite au programme. « Tu es courageux, Antoine », lui a-t-elle dit après une séance, ses joues rosies par l'émotion. « Moi aussi, je veux aider les autres à ne pas être jugés. » Ensemble, ils animent des discussions dans les écoles, visitent des centres communautaires et organisent des activités où les enfants militaires et civils apprennent à se connaître à travers des jeux et des débats. Camille, avec son énergie débordante, complète la calme détermination d'Antoine, formant un duo qui inspire les adultes comme les jeunes. Lors d'un atelier à l'Académie militaire de Saint-Cyr-l'École, où Antoine étudie, il raconte pour la première fois publiquement son expérience à la banque. « J'ai cru que si j'étais poli et que je suivais les règles, tout irait bien, confie-t-il à une salle comble d'élèves et de professeurs. Mais ce jour-là, j'ai appris que parfois, les gens vous traitent mal pour des raisons qui n'ont rien à voir avec vous. » Camille, assise au premier rang, lève la main. « Antoine, tu m'as appris qu'on peut changer les choses si on parle fort. » La salle éclate en applaudissements, et les professeurs, émus, notent la maturité exceptionnelle de cet élève de 12 ans. La Banque communautaire de Paris, sous la direction de M. Beaumont, a subi une transformation radicale. Les affiches proclamant « Égalité pour tous » ne sont pas de simples décorations, elles reflètent une politique interne repensée. Tous les employés, y compris Sophie, la jeune employée qui avait soutenu Antoine en silence, ont suivi une formation obligatoire contre la discrimination, conçue par des experts en droit civique. Sophie, promue à un poste de supervision grâce à son intégrité, veille désormais à ce que chaque client soit traité avec respect. Julien, l'employé qui avait chuchoté des excuses à Antoine, est devenu un formateur interne, partageant son expérience pour sensibiliser ses collègues. Même Madame Lefebvre, la cliente qui avait jugé Antoine trop vite, a assisté à un atelier du Pont de la Jeunesse. Émue par le témoignage d'Antoine, elle s'est levée à la fin de la séance, sa voix tremblante. « J'ai eu tort de vous juger ce jour-là. Vous êtes un jeune homme remarquable, et je m'en veux d'avoir contribué à votre douleur. » Antoine, magnanime, lui a serré la main. « Merci, madame. Ce qui compte, c'est qu'on apprenne tous à faire mieux. » Élodie, en tant que sergent-major, a joué un rôle clé dans le développement du Pont de la Jeunesse. Elle organise des ateliers pour les familles militaires, leur enseignant comment reconnaître et documenter les cas de discrimination dans la vie civile. La connaissance, c'est le pouvoir, déclare-t-elle lors d'une session bondée dans un centre communautaire. Comprendre vos droits vous protège et renforce notre communauté. Jacques, de son côté, a établi des partenariats entre la base militaire et des organisations locales de défense des droits civiques, comme la Ligue des droits de l'homme. Ces collaborations ont créé des réseaux d'intervention rapides pour les familles victimes de discrimination, tout en renforçant les liens entre les communautés militaires et civiles. Lors d'une réunion avec des responsables bancaires régionaux,
Jacques a insisté sur la nécessité de politiques protégeant les mineurs et les familles militaires. Ce qui est arrivé à mon fils ne doit jamais se reproduire, a-t-il déclaré, sa voix portant l'autorité d'un général mais aussi la douleur d'un père. Antoine, transformé par son expérience, s'est plongé dans l'étude des droits civiques. Il lit des ouvrages sur l'histoire des luttes pour l'égalité en France, regarde des documentaires sur le mouvement des droits civiques, et pose à ses parents des questions profondes sur le racisme systémique. Pourquoi est-ce que ça arrive encore? Demande-t-il un soir à Élodie, assis sur le canapé du salon familial. Élodie, les yeux brillants, partage avec lui des souvenirs de son enfance, lorsqu'elle-même faisait face à des préjugés avant que sa carrière militaire ne lui offre une protection. Ce qui t'est arrivé est injuste, Antoine, mais ça ne définit pas qui tu es. Tu es fort, et tu peux changer les choses. Jacques, entrant dans la pièce, ajoute. Notre famille a des privilèges que d'autres n'ont pas. Mon grade, notre statut, nos ressources ont permis de réagir vite. Mais tous les enfants n'ont pas cette chance. Ces mots frappent Antoine. Je veux aider ceux qui n'ont pas de parents comme vous, dit-il, sa voix tremblante de conviction. Personne ne devrait vivre ça sans aide. Cette détermination l'a conduit à rejoindre l'équipe de débat de son académie, où il choisit des thèmes liés à la justice sociale. Ses discours, empreints d'une maturité rare, impressionnent ses professeurs, qui voient en lui un futur leader. Lors d'un tournoi régional, Antoine défend une motion sur l'égalité d'accès aux services bancaires, s'inspirant de son expérience. La justice n'est pas automatique, conclut-il, sa voix résonnant dans l'auditorium. Elle exige du courage et de la vigilance. Le public, composé de parents et d'élèves, l'applaudit debout, et Camille, présente dans la salle, lui fait un signe de victoire. Ce moment marque un tournant. Antoine n'est plus seulement un garçon blessé, mais un jeune homme déterminé à faire une différence. Un soir, lors d'un dîner familial dans leur appartement, baigné par l'odeur réconfortante d'un gratin dauphinois préparé par Élodie, Antoine pose une petite boîte sur la table. « Maman, j'ai quelque chose pour toi, » dit-il, ses joues rougissant légèrement. Élodie, intriguée, ouvre la boîte et découvre le collier de perles, scintillant sous la lumière douce de la salle à manger. Ses yeux s'embuent de larmes, et elle passe le bijou autour de son cou, émue par la délicatesse du geste. « Antoine, c'est magnifique. Tu n'avais pas besoin de faire ça. » Le garçon sourit, sa voix empreinte de gravité. « J'ai acheté ça avec mon argent, mais j'ai appris quelque chose d'important en le gagnant. » Jacques, posant son verre de vin, interroge. « Qu'as-tu appris, fiston ?» Antoine répond, les yeux brillants. « Que notre famille a des privilèges, et que je dois les utiliser pour aider les autres, pas juste pour nous. » Élodie, serrant la main de son fils, murmure. « Tu es exactement le leader que nous espérions que tu deviendres. » Jacques, un sourire rare adoucissant ses traits, ajoute. « Tu fais la fierté de l'armée et de notre famille. » Le pont de la jeunesse continue de croître, devenant un modèle national. Des écoles de toute la France demandent à Antoine et Camille de venir partager leurs idées, et le programme attire l'attention des médias, qui saluent l'initiative comme un pont entre les générations et les communautés. La Banque communautaire de Paris, désormais citée en exemple pour ses pratiques inclusives, soutient financièrement le programme, offrant des bourses pour les jeunes participants. Antoine, avec ses 400 €, effectue son retrait pour le collier et dépose le reste dans un fonds pour le pont de la jeunesse, destiné à organiser des ateliers gratuits. Monsieur Beaumont, finalisant les transactions, le félicite. « Vous êtes une inspiration, Antoine. Cette banque est fière de vous servir. » 6 mois, Antoine était un enfant qui croyait que le monde était juste pour ceux qui respectaient les règles. Aujourd'hui, il est un jeune leader, conscient que la justice exige un effort constant. Son expérience à la banque, bien que douloureuse, l'a transformé en un défenseur des droits, déterminé à protéger les autres de l'injustice qu'il a subie. Lors d'une dernière scène, Antoine se tient devant une classe de CM2, Camille à ses côtés, racontant son histoire. « Ce qui m'est arrivé m'a appris à me battre pour ce qui est juste, dit-il,
sa voix claire et assurée. Et vous pouvez le faire aussi. Les enfants l'écoutent, les yeux écarquillés, et un petit garçon lève la main. Antoine, comment je fais pour être comme toi? Antoine sourit. Sois courageux, dis la vérité, et aide les autres. C'est comme ça qu'on change le monde. Alors que la classe applaudit, Antoine sait que sa mission ne fait que commencer, un pas à la fois, vers un avenir où aucun enfant ne sera jugé pour ce qu'il est. L'histoire d'Antoine Dubois, un jeune garçon confronté à une injustice raciale dans une banque parisienne, touche profondément par son intensité émotionnelle et sa portée universelle. En tant que Français, où les valeurs de liberté, égalité, fraternité sont gravées dans l'identité nationale, cette histoire révèle une réalité troublante, les préjugés persistent, même dans des lieux aussi banals qu'une banque. L'humiliation subie par Antoine, traité comme un suspect malgré ses documents impeccables, reflète une faille dans notre société. Ce n'est pas seulement une question de racisme individuel, mais d'un système qui, parfois, ferme les yeux sur l'injustice. La force d'Antoine, soutenue par sa famille et militaire, montre que le courage et la solidarité peuvent transformer une épreuve en un catalyseur de changement. Son parcours, d'un enfant blessé à un jeune leader du pont de la jeunesse, incarne l'espoir et la résilience, des qualités chères à la culture française, où l'engagement communautaire et la défense des droits sont valorisés. Cette histoire m'a appris plusieurs leçons applicables à la vie quotidienne. D'abord, l'importance de la préparation et de l'honnêteté. Antoine a agi avec rigueur, documentant chaque euro gagné, prouvant que le travail acharné mérite respect. Ensuite, la nécessité de s'élever contre l'injustice, comme l'ont fait ses parents, en utilisant leur autorité pour exiger justice. Enfin, l'idée que chacun, même jeune, peut changer les choses. Dans ma vie, je m'efforcerai de reconnaître les préjugés autour de moi, de soutenir ceux qui sont injustement traités, et de m'exprimer avec courage, comme Antoine l'a fait lors de ses ateliers. Si cette histoire vous a touché, agissez. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour sensibiliser à la lutte contre la discrimination, et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire inspirante. Laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous, et quelle leçon cette histoire vous a-t-elle enseigné? Ensemble, faisons entendre la voix de la justice.